Alors, suite à ce théorème des valeurs extrêmes, eh bien, nous pouvons, en pratique, élaborer cette recette-là, en quelque sorte, qui nous permet de dire, si vous voulez rechercher un maximum ou un minimum pour une fonction différenciable, une fonction dérivable par rapport à x, y, et puis dérivable au-delà d'une dérivée première, ça peut aller jusque C2 s'il faut utiliser les conditions suffisantes pour trouver un maximum ou un minimum local dans les sections précédentes, donc définies sur un ensemble S borné du plan. Donc si on veut trouver ça, il faut chercher bien sûr tous les points stationnaires intérieurs à S, et puis on va repérer la plus grande et la plus petite valeur de f sur la frontière. Et puis, donc, on va regarder non seulement le maximum, on va regarder non seulement les points qui sont stationnaires à l'intérieur de mon ensemble, ça c'est le point A, mais donc on va regarder aussi quel est le point maximum et le point minimum sur la frontière. Et donc il va falloir calculer ça d'une manière ou d'une autre. On va voir dans quelques instants sur un exemple comment on peut faire ça. Ça veut dire que sur différents morceaux de la frontière, on va peut-être avoir des valeurs de f qui réalisent un maximum ou un minimum. Il faudra peut-être diviser tous les petits morceaux de frontière pour voir le plus grand et le plus petit, là où se trouve, là où la fonction est la plus grande et là où la fonction est la plus petite. Et donc, si vous voulez, ce que nous avons, c'est que nous avons des points maximum, des points xy qui réalisent un maximum ou un minimum en des points intérieurs. On a des points stationnaires qui sont des candidats, si vous voulez, maximum, minimum. Et puis on a une frontière. Sur cette frontière-là, peut-être il va falloir la diviser en plusieurs morceaux. Eh bien, il y a sur la frontière un point xy qui réalise le maximum de fxy sur cette frontière. Il y a un point xy qui réalise le minimum de f de xy sur cette frontière. Un ou plusieurs points à chaque fois. Il faut aller les chercher. Et puis, il faut prendre tous les points qu'on a obtenus en A et en B, tous les xy qu'on obtient en A et en B ici, les comparer entre eux. Le plus petit, c'est le minimum, le plus grand, c'est le maximum. Et il peut y avoir plusieurs, bien sûr, minima et plusieurs maxima. Il peut même y en avoir une infinité, bien sûr. Voilà. Alors, on va essayer de calculer un petit peu ceci. On va regarder l'exemple très simple ici où on a un domaine qui est défini par un cercle. Un domaine qui est défini par un cercle, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, ça correspond à l'équation x carré plus y carré qui est inférieur ou égal à 1. Ça, x carré plus y carré inférieur ou égal à 1, ça correspond à des points xy qui sont à tous les points xy qui sont à l'intérieur de ce cercle-là. Et si je dis x carré plus y carré inférieur ou égal à 1, ça veut dire que j'ai même un fermé, puisque à ce moment-là, les points frontières sont inclus dans le cercle. Ça signifie que mon S, dans ce cas-là, il est fermé et il est également borné, puisque je peux l'inclure dans un cercle plus grand. Et par conséquent, ce S-là, c'est bien un ensemble fermé, borné, compact, et donc pour lequel on peut appliquer le théorème des bornes atteintes. Des bornes atteintes. Des valeurs extrêmes. Ma fonction définie sur ce cercle, c'est celle-ci. X carré plus y carré moins y moins 1. Donc une première chose que l'on peut faire, c'est le point A de cette recette, si vous voulez, c'est d'aller chercher les points stationnaires. Quels sont les points stationnaires de cette fonction fxy là qui vaut 2x carré plus y, enfin qui vaut x carré plus y moins 1, il faut aller chercher les dérivées premières. Bon, alors j'ai du bleu, je vais peut-être les remettre en noir, voilà. Je vais me remettre en noir. Merci.
Voilà. Puis je vais gommer ça. Et je vais reprendre le noir. Le voilà. Merci. Et on va regarder ceci. Donc on va simplement, au départ, calculer les dérivées premières. Donc les dérivées premières, je les note, moi, f'1 de x, y. f'1 de x, y, elle est ici. Donc on dérive partiellement par rapport à x. On voit bien que nous avons 2x. La dérivée de y carré de y est de moins 1 par rapport à x est considérée comme des constantes, c'est 0. Et puis on a également f'2 de x, y. Eh bien, nous avons ici 2y, alors ceci c'est 0, la dérivée de ça par rapport à y c'est 0, la dérivée d'y carré par rapport à y, eh bien c'est 2y, et plus y, la dérivée de y par rapport à y c'est plus 1, donc moins 1 dérivé par rapport à y c'est 0. Donc on a 2y plus 1 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre ce système-là. Donc 2x égale à 0 avec 2y plus 1 égale à 0. On a deux équations du premier degré comme on voit ici, donc ça c'est extrêmement simple à résoudre. Ça revient à x égale à 0 et y égale moins 1 demi. Voilà, donc il va falloir considérer dans notre étude le point xy, il va falloir considérer dans notre étude le point xy qui vaut 0 moins 1 demi. Il s'agit d'un point stationnaire en tout cas, on ne sait pas bien de quoi il s'agit, mais je ne sais pas si c'est un maximum, un minimum, mais en tout cas, ce dont nous sommes sûrs, c'est que c'est un point stationnaire. Et c'est un point intérieur à notre cercle, je crois, puisque notre cercle, notre cercle a un rayon 1, et le point 0 moins 1 demi, c'est le point qui se trouve sur l'axe des x, si vous voulez, qui a une coordonnée selon l'axe des y qui est de moins 1 demi, moins 0,5. C'est le point qui se trouve ici, si vous voulez, pour x égale à 0. Il n'est pas sur l'axe des x, pardon, il est sur l'axe des y. Et donc on a en x égale 0, y égale moins 1 demi, c'est un point qui se trouve là. Donc c'est un point typiquement intérieur à ce cercle. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons pour ce point-là? S'il est un minimum, un maximum, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut, pour savoir s'il est un minimum ou un maximum, il faut aller chercher la valeur de f de xy correspondante. Et donc si je calcule x carré, on va avoir ici, pour ce point-là, on va avoir f de 0 moins 1 demi. Qu'est-ce que ça peut bien valoir, ça? Donc en x égale 0, donc ceci est égal à 0. Moins 1 demi au carré, ça nous fait un quart. J'ai un quart ici, moins 1 demi, donc ça va faire moins un quart. Donc 1 quart moins 1 demi, c'est moins un quart. Moins 1, donc moins 4 quarts, ça va faire moins 5 quarts. Ici, j'ai bien moins 5 quarts. Voilà donc ma première hauteur, si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe au-dessus ou en dessous de ce cercle-là. F est défini au-dessus et en dessous de ce cercle-là. On sort de la page, on vient vers nous et on va derrière la page, si vous voulez, pour voir le reste de F, mais on va aller chercher le maximum et le minimum. Voilà, à l'intérieur, si vous voulez, à l'intérieur et au bord de ce cercle-là. Bon, très bien. Donc on a un premier point, très bien, on a un premier point, puis ben oui, voilà, qu'est-ce que nous dit le théorème des bornes atteintes? Attention, un minimum ou un maximum, ça peut aussi se trouver sur le bord. Bon, alors on va regarder sur le bord, qu'est-ce qui se passe sur le bord? Le bord, il est caractérisé par le fait que x carré plus y carré est égal à 1. Donc, à ce moment-là, x carré plus y carré égale à 1. Si je prends ma fonction f de xy, je peux remplacer ceci par 1.
tous ces points qui sont sur le bord sont caractérisés par x carré plus y carré égale 1. Donc dans f de xy, je vais remplacer x carré plus y carré par 1. Ainsi, j'aurai l'intersection entre f de xy et le fameux cylindre là qui a pour base le cercle dans le plan OXY. En tout cas pour cercle de base, c'est-à-dire qu'il y a un cylindre qui est construit au-dessus de ce cercle et en dessous de ce cercle. Et l'intersection entre ce cylindre et ma fonction fxy, ben c'est g de y qui est égal à y. G de y égale à y. Et donc on va se demander, ben, cette fonction-là, où peut-elle bien être maximale et minimale? Que vaut y? Que vaut y? Si on regarde ce cercle, on est sur ce cercle-là. Ben, y, il se situera toujours, quand on est sur le cercle, y se situera toujours entre moins 1 et 1. Ça, c'est certain. C'est la raison pour laquelle nous avons ici un y qui appartient à moins 1. Bon, alors où g de y est-il le plus grand et le plus petit pour y qui appartient à moins 1? Ben, c'est très simple. G de y est le plus petit en y qui vaut moins 1, puisqu'à ce moment-là, g de y est égal à moins 1, et g de y est le plus grand en y égale 1, puisque g de y est alors égal à 1. Pour tous les points qui se trouvent entre moins 1 et 1, g de y égale y est bien sûr compris entre moins 1 et 1. Enfin, g de y, oui, g de y est compris entre moins 1 et 1, bien sûr. Alors, quand y vaut 1, que vaut x? X vaut 0. Quand y vaut 1, quand y est là, et qu'on est sur le cercle, x ne peut valoir que 0. Quand y vaut moins 1, et qu'on est sur le cercle, x ne peut valoir que 0 également. Donc ici, nous avons défini 3 points, nous avons défini des points, des éventuels candidats maximum ou minimum. Mais qu'est-ce qu'on a pris là? Qu'est-ce qu'on vient de prendre? On vient de prendre y qui valait 1 ou moins 1. Mais quand y vaut 1 ou moins 1, x vaut dans tous les cas, sur ce cercle-là, 0. Et donc avec ça, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous nos candidats, parce que sur g de xy, on a pris le maximum de la fonction sur le cercle et le minimum de la fonction sur le cercle. On les a trouvés tous les deux. Ils se trouvent en y égale 1, y égale moins 1, et en cet y égale 1 et y égale moins 1, on a toujours x et y qui valent 0. Par conséquent, nous avons ici tous nos candidats maximum ou minimum. Trois candidats maximum ou minimum. Alors, en 0, 1, que va valoir notre fonction en 0, 1? Ben, on va regarder, en x égale 0, ben, on a 0, y égale 1, donc ici on a y carré qui vaut 1, plus 1 ça fait 2, moins 1 ça fait 1. Là, nous avons f de xy qui est égal à 1. Et puis, quand on va regarder ce qui se passe en y égale moins 1, j'ai 1, moins 1, 0, moins 1, ça fait moins 1. F de xy est égal à moins 1. Voilà donc pour mes 3 points. J'ai f de 0, 1, f de 0, 1 donc, qui vaut 1, on a bien recalculé ça, et f de 0, moins 1 qui vaut moins 1. Donc quand je remplace 0 et moins 1 dans cette expression, j'obtiens moins 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit? On n'a plus qu'à comparer les 3 valeurs ici. Vous voyez dans l'exemple simple, finalement, je vais comparer ces 3 valeurs. Ben oui, ben 1, on voit bien que c'est la plus grande. Allez, 1, c'est le max. Voilà. Ici, on a trouvé le maximum. Parce que f de xy, c'est 1. C'est plus grand que moins 1, c'est plus grand que moins 5 quarts. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Le minimum. Le minimum, on voit bien, il est là. Moins 5 quarts, c'est plus petit que moins 1.
là, nous avons un minimum. Voilà donc un exemple simple de cette application du théorème des valeurs extrêmes, du théorème des bornes atteintes, qui nous permet donc d'aller chercher facilement le maximum dans ce cas-ci et le minimum de ma fonction telle que définie sur un certain domaine. Alors, pour terminer cette petite partie, je dirais simplement, je vais encore rajouter l'un ou l'autre élément, simplement pour dire que ce que nous voyons, mais très rapidement, ce qu'on vient de voir en 2 dimensions et qui sera largement l'objet des séances d'exercice, eh bien, on peut également le généraliser, comme vous le voyez, à 3 variables et plus. Et bien sûr, on peut définir un maximum, un minimum, un maximum local, un minimum local, des conditions suffisantes, des conditions nécessaires qui permettent d'obtenir, de détecter où se trouve un maximum ou un minimum local, global, lorsque nous sommes dans des dimensions plus grandes que xy, plus grandes que 2. Vous voyez ici, ben oui, si on a un maximum ou un minimum en un point intérieur d'un ensemble S, mais qui n'est plus dans le plan, mais qui est cet ensemble S, quelque chose qui se trouve dans un espace, dans plusieurs dimensions. Hein. Donc, un point C qui est intérieur à un ensemble S qui se trouve dans un espace général. Ce point C, là, il a des coordonnées en général, hein, c'est un vecteur. En tout cas, en un point intérieur, si on a à ce S-là, si on a un maximum ou un minimum pour une fonction qui est dérivable par rapport à toutes ces composantes et qui est définie donc par rapport à tout ce qui est dérivable par rapport à toutes ces composantes, au moins en ce point C, donc en ce vecteur C, là C1, Cn qui se trouve quelque part dans S en un point intérieur. Donc on a une fonction qui est définie sur S qui doit au moins être dérivable en ce point C. Eh bien, alors à ce moment-là, si on a un minimum ou un maximum en ce point C, eh bien, on a toutes les dérivées partielles qui doivent être nulles. Toutes les dérivées partielles sur les conditions du premier ordre. Mais vous voyez bien, c'est une généralisation de ce que l'on a vu dans un plan. Il n'y a rien de plus compliqué. Au lieu d'avoir 2 dérivées partielles qui s'annulent, pour définir un point stationnaire et donc pour avoir un candidat maximum ou minimum, eh bien on a n dérivées partielles qui s'annulent dans ce cas-ci. Et bien sûr, on peut également parler d'un théorème des bornes atteintes, d'un théorème des valeurs extrêmes. Si j'ai un ensemble S qui est fermé, borné au sens général, où on l'a dit, un compact dans un espace à n dimensions, donc quelque chose que je peux coincer dans une hyperboule, que je peux englober, que je peux inclure dans une hyperboule, un ensemble qui est comme ça et qui contient toute sa frontière. On peut imaginer cette hyperboule, mais la surface de cet de cet hyperensemble dans un hyperespace, enfin on peut imaginer cette espèce de patate là qui représente S, et bien il faut que la surface de cette patate soit bien, appartienne bien à l'ensemble. Donc autrement dit, dans les conditions où j'ai un compact, hein, fermé, borné dans un espace en plus grande dimension, eh bien il n'y a rien à faire. N'importe quel vecteur x1, xn qui appartient à cette patate-là est telle qu'elle se trouve entre 2 vecteurs, telle que f de x1, xn est toujours plus grand que f d'un premier vecteur, et f de x1, xn est toujours plus petit que f d'un second vecteur, l'équivalent donc de ce théorème des bornes atteintes quand on est en plus grande dimension. Voilà. Un point que l'on peut encore, un résultat très utile pour la suite, que l'on peut encore mettre en évidence juste avant
de terminer cette vidéo, c'est, et ça c'est très applicable tout le temps, mais c'est assez évident. Donc, on peut ici, ce théorème 13.6.3, on peut en dire quelques mots, hein, en disant, ben, regardez, je prends une fonction f de x qui est définie sur un ensemble S, très bien. Et puis on prend une fonction grand F de petit f de x. F est une fonction donc qui est définie sur l'image de f, forcément, puisque f prend comme variable, grand F prend comme variable petit f de x. Donc, petit f de x, elle a une image, hein, on sait bien. Et grand F est défini sur l'image de petit f. C'est pour ça qu'on peut écrire grand F de petit f. Et puis il y a un point C qui appartient à S, et donc on définit G comme ceci. On pourrait, je ne sais pas, on pourrait imaginer qu'il y a une fonction. Je vais changer de page ici. On pourrait imaginer, voilà, que nous avons une fonction. Est-ce que je peux écrire ça? J'ai ici x, j'ai ici f de x. Puis j'ai ici, en quelque sorte, je pourrais imaginer qu'il y a une fonction encore grand F de... j'ai ici f de x voilà, comme ceci. Et puis j'ai une fonction grand F de petit f de x. On pourrait imaginer que donc ici on a défini comme ça l'image. Voici l'image. Ici, ça c'est l'image de f de x. Et sur cette image, on peut imaginer qu'il y a une fonction grand F qui est définie. Grand F comme ceci, vous voyez. C'est un petit peu l'idée. J'ai une fonction f de x ici définie sur un ensemble S. Hein. S, il se trouve là quelque part. Hein. On est en une dimension, c'est relativement simple en une dimension. Hein. Donc on a f qui est défini sur cet ensemble-là, et donc voilà, f de x est là-bas. Très bien. F de x a une image, il est ici, et on a un grand F ensuite qui se trouve ici. La particularité, c'est que grand F est croissant ou strictement croissant. Alors, ce qui se passe, c'est que, on peut, regardez, je vais peut-être un peu descendre ici pour faire comprendre ce dont il s'agit. Qu'est-ce que dit ce théorème? Si je considère, allez, si je considère, prenons ce point, ici, admettons que ça c'est un point C, encore une fois désolé pour l'écriture, mais voilà, je vais définir ceci comme étant le point C. Je vais également définir un tout petit peu mieux l'image, nous sommes bien conscients que l'image de F, elle se trouve en fait ici. Là, elle se trouve là où F a bel et bien une image, donc bien ici. Donc ici, grand F va être défini comme ceci ici. Grand F va être défini sur l'image de F, donc les valeurs possibles de grand F, si vous voulez, ce sont ces valeurs qui se trouvent entre ces deux points-là, ici et ici. Voilà, les valeurs de grand F, elles se trouvent naturellement ici. Voilà. Donc, voilà, on a un point C ici. On a un point C qui se trouve ici. Et en C, on a F, petit f, qui est maximal. Et bien, si C est maximal, si C réalise le maximum de petit f, alors à ce moment-là, le petit f de C, donc C également pour la fonction g de x, g de C, si vous voulez, c'est-à-dire grand F de petit f de C, c'est aussi le point qui réalise le maximum de la fonction grand F
mais bien sûr sur le domaine rouge, sur l'image ainsi définie de petit f. Donc, si C maximise petit f de x, et si grand f est une fonction croissante, eh bien C, on le voit ici, maximise également grand f sur son domaine, sur l'image. Je peux appliquer une fonction croissante à petit f. Si j'ai un maximum pour petit f, grand f est maximisé au même point, si vous voulez. Grand f de petit f est maximisé au même point. G de C est aussi, G de C, donc grand f de petit f de C, est aussi maximisé en C, sur le domaine en question. Et pareil pour le minimum. On pourrait dire la même chose. J'ai le minimum ici de petit f. Si grand f est strictement croissante, est croissante, eh bien, si C minimise petit f, eh bien C minimise également G, c'est-à-dire grand f de petit f de C. Et puis alors, et c'est le cas ici sur ce graphique, eh bien, si on a une fonction f qui est strictement croissante sur le domaine, c'est le cas hein, dans le cas orange ici, bien, si vous voulez, on a l'équivalence. C'est-à-dire que si petit g est maximal en C, c'est-à-dire petit g est maximal en grand f de petit f de C, je prends le maximum ici, sur le domaine, encore une fois. Si j'ai g qui est maximal en C, eh bien petit f est également maximal en C. On avait dans un premier sens, si vous voulez, on avait déjà si C est maximise petit f, C maximise grand f, mais on a maintenant en plus lorsque f est strictement croissante et pas nécessairement uniquement croissante, mais strictement croissante, eh bien on a si C maximise G, donc petit f de C maximise grand f, si on a C qui maximise G, alors on a C qui maximise petit f également. Et vous voyez, on comprend assez facilement, schématiquement sur le dessin, sans démonstration, pourquoi ce théorème-là, 13.6.3, est correct. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez fréquemment utilisé quand vous avez une fonction de x. Alors x, ça peut être un vecteur, hein. On est bien dans Rn ici. Hein. Si vous avez une fonction où vous essayez de chercher le maximum de cette fonction, parfois c'est un petit peu difficile de trouver le maximum d'une fonction parce que c'est un peu compliqué, eh bien, on va transformer cette fonction grâce à une fonction grand f. Souvent, ce serait un logarithme, par exemple. Un logarithme, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, quand vous allez chercher le maximum de la fonction grand f de petit f de x, donc le g ici de petit x, quand vous allez chercher le maximum de ça par rapport à x, eh bien, vous aurez également le maximum de petit f de x. C'est ainsi, par exemple, que l'on fait ce genre de choses en économétrie, en statistique, lorsqu'il s'agit d'aller calculer ce qu'on appelle des estimateurs du maximum de vraisemblance. On calcule les estimateurs du maximum, mais de la log vraisemblance. On passe à un logarithme, qui est une fonction croissante, strictement croissante. Ça nous permet de calculer plus facilement le maximum de cette fonction de vraisemblance que vous verrez dans les cours de statistique et d'économétrie. Voilà pour ce théorème qui est bien utile pour chercher donc des extrémas lorsque nous avons des fonctions compliquées.